Je vais voir ici les forces à appliquer à un système. Force appliquée à un système. Bon, à l'accoutumée, un système n'est jamais seul. Il est toujours accompagné d'un autre système. Bon, c'est l'interaction d'un système sur un autre qui fait qu'on a des forces d'application extérieures d'un système sur un autre. Donc ici, je vais voir les forces appliquées à un système, c'est-à-dire que je vais prendre un système et les forces qui vont agir sur ce système. Les forces appliquées à ce système. Avant toute chose, bon, le système peut être un corps solide, liquide ou gazeux. Donc s'il est solide, il peut être un solide indéformable. Un solide indéformable. Et donc, si c'est un solide indéformable, on étudie les corps rigides indéformables ou les milieux indéformables en mécanique rationnelle. Maintenant, si c'est un solide déformable, comme le solide rigide, on sait bien qu'il n'existe pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'étudier non plus hypothétiquement, mais réellement, au travers de l'étude de la résistance des matériaux. Maintenant, s'il s'agit d'un fluide, de deux cas de figure, de deux choses l'une, soit si la variation de forme s'effectue à volume constant, le fluide est dit liquide et incompressible, ou faiblement compressible, mais on peut dire incompressible. Et là, on va étudier en mécanique des fluides. Si la variation de forme s'accompagne d'une variation de volume, le fluide est dit compressible. Et la transformation engendre souvent des phénomènes, calorifiques. Et la branche qui étudie ces notions-là, c'est la thermodynamique. Bon, ça c'est la première chose à dire au niveau euh, du milieu. C'est un milieu continu ici. Un milieu continu. Donc les milieux continus que sont les solides indéformables, les solides déformables et les fluides. Alors, quelles sont les forces appliquées? Le fluide, si je prends un cas de figure, bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une force? Une force, parce qu'il faut définir aussi cette notion de force. La notion de force, on va dire qu'elle est intuitive. Elle est basée sur l'effort qu'il faut accomplir pour produire certains résultats. C'est comme la notion de température aussi. Bon, qu'est-ce que c'est que le chaud, le froid? C'est une notion un petit peu intuitive aussi. Bon, ici, les forces, elle est basée sur l'effort qu'il faut accomplir pour produire certains résultats. Alors, quels sont les résultats? Ces résultats, c'est déformer un corps. Or, justement, en mécanique de fluide, on a cet aspect de déformation. Hein. Cet aspect de déformation est très présent, puisqu'on a un écoulement. Voilà, on a un écoulement. Donc, en mécanique de fluide, l'écoulement est une déformation. Hein. Alors, par exemple, si je prends le fluide idéal, pour lequel les forces intermoléculaires de frottement sont nulles, ou voire négligeables. Hein. Nul, quand je dis nul, c'est voire négligeable. Eux, ils se laissent déformer, donc c'est bien une déformation à volume constant. Je parle d'un fluide idéal, notamment pour un liquide idéal. Un liquide idéal, c'est quoi? C'est les forces intermoléculaires de frottement sont nulles ou négligeables et ils se laissent déformer à volume constant, sans travail extérieur. Hein, sans travail extérieur. Voilà, sans travail extérieur. Donc vous voyez que la notion d'information est fondamentale en mécanique des fluides. On ne peut pas parler de mécanique des fluides sans parler de déformation. Et sans parler de force, parce que qu'est-ce qui justement va produire une déformation? C'est ce que je viens de vous expliquer. Ce sont les forces. Donc la notion de force est basée sur l'effort qu'il faut accomplir pour produire un certain résultat. Par exemple, pour déformer un corps. Tirer un ressort. Un ressort, c'est solide. Tordre une barre. La barre, elle, ici, je la prends solide. Laisser un corps en équilibre, maintenir une échelle contre un mur. Par exemple, les câbles électriques soutenus par des poteaux, vous voyez souvent voilà, les équilibres faits par
les câbles au travers, voilà, il y a les ternes ou les ternes ou voilà, les poteaux électriques, je sais plus comment on appelle ça, les ternes. On voit dans les campagnes, ben là c'est tout un système mécanique d'équilibre, hein, d'équilibre qui fait que les câbles sont bien soutenus. On a les charpentes métalliques. Alors parfois c'est sujet à, à déséquilibre, puisque bon, s'il commence à avoir de la neige dessus, en forte, en forte, en fort poids de neige, ben, on peut avoir des problèmes, notamment pour des toits, etc., qui peuvent s'effondrer au travers de charges réparties qui sont quand même immenses. Parce que bon, on peut avoir une météorologie qui donne des neiges. Par exemple, les États-Unis viennent connaître un blizzard, mais il y a le Japon qui a connu aussi des intempéries où la neige dépassait plus d'un mètre de hauteur. Plus d'un mètre, je ne me rappelle plus combien, mais ce sont des cas de force majeure où, je veux dire, beaucoup de toits ne tiendront pas. Beaucoup de toits ne tiendront pas, et on aura aussi des câbles électriques qui vont s'arracher, des choses pareilles. Donc, euh, laisser un corps en équilibre est le résultat aussi basé sur l'effort qu'il faut accomplir euh, pour produire ce résultat qui est laisser un corps en équilibre. Donc maintenir une échelle contre un mur, euh, maintenir des câbles électriques soutenus par des poteaux électriques, hein. C'est toute une architecture mécanique, hein, ces fameux poteaux, les ternes, notamment les ternes, voilà, les charpentes métalliques. Mettre en mouvement un corps, c'est aussi un résultat produit par des forces. Mettre en mouvement un corps, la mise en marche d'une voiture, d'un camion, d'un bateau, peu importe ce que vous voulez. Euh, Modifier le mouvement d'un corps, c'est aussi un résultat produit par des efforts qu'il faut accomplir pour modifier, par exemple, le mouvement d'un corps. Modification de la trajectoire d'une fusée, par exemple, une trajectoire d'un train, etc., etc. Donc, les forces sont à considérer en statique et en dynamique. Euh, les forces à considérer en statique et en dynamique peuvent être classées en force de deux choses l'une. Force soit intérieure ou extérieure. Il n'y a pas 36 possibilités. Force intérieure et force extérieure. Donc soit la force est intérieure au système, soit la force est extérieure au système. Donc vous voyez que les forces appliquées peuvent être de deux possibilités. Et ça c'est vrai pour les corps solides, liquides ou gazeux, hein. Bon, c'est valable pour les corps solides ou rigides ou non, indéformables ou déformables, hein, peu importe. Euh, et c'est valable pour les fluides. Donc on a toujours des forces intérieures et des forces extérieures. Alors, on sous-entend bien sûr par force intérieure celles qui sont les interactions mutuelles des éléments du système étudié. Donc, c'est ceux provenant du système étudié, tandis que les forces extérieures, ben, ce sont les forces appliquées à des points du système étudié, mais produites par des systèmes extérieurs, hein. Quand on dit force extérieure, c'est des forces produites par des systèmes extérieurs. Par exemple, la force pesanteur qui existe en tout point à l'intérieur d'un objet est une force extérieure parce que la pesanteur est produite bien sûr par la Terre qui est un système en lui-même, qui est un système extérieur au système étudié. Sauf si j'étudie la Terre, bon, le système sera la Terre. Mais si j'étudie un système autre que la Terre, ben la Terre interviendra en tant que système extérieur à l'objet. Et il y aura des forces extérieures, des forces de gravitation, bien sûr. Et on peut différencier les forces extérieures directement appliquées et les forces extérieures de liaison. Alors les forces extérieures de liaison en mécanique, c'est ce qu'on appelle les réactions. Alors, euh, qui n'interviennent, enfin, je dirais plutôt qui interviennent chaque fois qu'un solide est en contact avec un corps, on aura des réactions. Et donc là, on retrouve souvent ça
résistance des matériaux et en mécanique rationnelle, les réactions, réactions, voilà, d'appui, articulation, appui à rotule, euh, voilà, il y a différents types de réactions, toute une panoplie que je verrai un jour, voilà, tout ce qui est réaction. Alors, les forces extérieures euh, directement appliquées sont appelées les forces actives. Les forces actives. Voilà, ça c'est une première, on va dire, une première approche de force intérieure et extérieure. Mais en vérité, maintenant, je vais le faire un petit peu pour l'étude de la mécanique des fluides. Voilà, pour la mécanique des fluides. Alors pour ça, il y aura, je vais considérer des forces intérieures, oui. Je vais considérer des forces extérieures, oui. Mais les forces extérieures, je vais les subdiviser en deux parties. Bon, ici, c'est valable pour toutes les mécaniques, hein, tous les cours de mécanique. Mais ici, je veux adapter un peu plus pour la mécanique des fluides, donc je vais parler un petit peu des fluides. C'est ça que je veux dire, hein. Parce que c'est vrai que ce que je dis là, ce que je vais annoncer ici, ben, c'est vrai pour toutes les mécaniques, qu'elles soient rationnelles, qu'elles soient mécaniques résistance des matériaux, qu'elles soient mécanique des fluides, voire mécanique thermodynamique, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Donc tout ça c'est vrai parce que c'est la science c'est universel, donc c'est admis universellement, c'est toujours vrai ce que je veux raconter, mais je vais mettre un point de vue ici plutôt mécanique des fluides. Alors, bien sûr ici dans les forces extérieures, j'aurai les forces de contact. Oui, tout à l'heure je voulais dire que quand on a un système, ce que je voulais dire, je voulais rajouter un petit truc avant de commencer quoi que ce soit. Quand on a un système, voilà, ça c'est un système, ben, la Terre, voilà, la Terre interagit avec le système, hein, à travers des forces de gravitation. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc le système ici, c'est mon système d'études, et celui-ci c'est le système qui fait interaction extérieure. Bon, revenons ici, et là je vais faire la démarche de division. Au niveau des forces, ben, on va avoir les forces soit qui touchent, qu'on appelle force de contact, ou soit qui ne touchent pas, en force extérieure, hein. Je parle en force extérieure. Alors en force qui touche, c'est les forces de contact, et ceux qui ne touchent pas, c'est les forces à distance. Voilà, donc la subdivision, la voici. Alors les forces de contact, ce seront des forces de surface. On les appelle aussi forces de surface. Alors, les forces à distance, c'est ce qu'on appelle les forces de volume. Et donc là, c'est là la subdivision, comme vous voyez, on a toujours ça. Soit la force est intérieure, soit elle est extérieure. Mais si elle est extérieure, elle peut être de contact ou pas. Et si elle n'est pas de contact, c'est qu'elle est de distance. Et c'est de ça que je vais parler. Alors pour ça, il faut, pour parler de ça, de cette subdivision-là, pour bien expliquer cette subdivision-là, notamment pour avoir un point de vue de mécanique des fluides et voir ce qui s'y passe, eh bien, il faut entrevoir ces notions de force. Parce que quand vous faites un système avec un référentiel et vous voulez trouver les équations pour lesquelles vous voulez aboutir, eh bien, il faut toujours tenir en compte qu'on a des forces intérieures, des forces extérieures et des forces intérieures et extérieures. On a toujours ça, on a soit l'un ou l'autre. Si elles ne sont pas intérieures, elles sont extérieures. Si elles ne sont pas extérieures, elles sont intérieures. Voilà, on ne saura pas avoir des forces intérieures et extérieures en même temps. Et si elles sont extérieures, elles sont subdivisibles en force de contact et force de contact, c'est force de surface, et force de volume, c'est force à distance. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut considérer? Il faut considérer une surface. Voilà, une surface. Ou plutôt, bon, une surface où
Ça dépend comment on peut voir la chose, hein, de deux choses l'une. Euh, deux choses l'une. Je peux considérer une surface. Soit je considère une surface, voilà, S, je l'appelle S cette surface-là. Attention, j'ai bien dit surface. C'est une surface. Ou alors je considère un système. Voilà, je considère un système. C'est comme vous voulez. Bon, ça marche aussi bien que parce que la surface est quand même un système, hein. C'est quand même une surface est un système aussi. Alors là, on peut voir les forces qui agissent sur les particules. Ils peuvent être cassées en deux catégories, comme je vous l'ai dit, les forces intérieures, les forces intermoléculaires et opposées. euh, elles sont opposées, les forces intermoléculaires, en tout point. Et donc, vous aurez compris que et ça forme tout ça, 2 à 2, ça donne 0. R1 donne 0. La résultante R1 donne 0. Donc, pourquoi? Parce qu'on a l'effet de l'action et de la réaction au sein du système. Donc, en d'autres termes, là, je peux même faire un système quelconque, hein. Je ne suis pas obligé de les opposer 2 à 2. Moi, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, la résultante, elle vaut 0. R vaut 0. Pourquoi? Parce qu'on a des forces 2 à 2 qui sont directement opposées et forment un système. Si je somme toutes les forces, ça fait 0. Donc, maintenant, je peux considérer soit une surface, soit un système. Si je considère un système fluide, parce que je peux faire ça, hein, je peux dire, bon, je considère un système solide, liquide ou gazeux. Ici, c'est un système fluide parce que je veux prendre plus un aspect voilà, de thermodynamique et de mécanique des fluides. Voilà. Euh, donc ici, il est parfaitement délimité par rapport au milieu matériel qui l'entoure. Ben, ce milieu extérieur, je peux l'appeler E pour extérieur ou extérieur. Là, c'est le milieu extérieur au système que je vais appeler E. E, c'est l'extérieur. Alors si je définis E, ben, je définis sur le contour fait, on aura un contour fermé qui va délimiter l'extérieur de l'intérieur, qui est I. Alors, donc on a un système fluide, voilà, que je vais appeler S, hein. S c'est le système fluide, alors que là c'est une surface. Pas confondre le S à droite et à gauche. Je peux prendre une surface ou un système fluide. Système fluide, voilà, qui a un contour, qui est délimité par rapport au milieu matériel qui l'entoure. Et ce milieu extérieur, je l'appelle E. Donc il peut être constitué par exemple par, en mécanique, des systèmes mécaniques, hein. Le contour peut être des aubages d'une turbine, ou le cylindre et piston d'une machine motrice. On peut avoir une canalisation fixe, tralali tralala. Voilà, ça je verrai un exemple après. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un contour par rapport, si je prends une canalisation, la canalisation c'est, on a le fluide au sein de la canalisation. Bon, je vais prendre la canalisation, voilà. Là, je vais mettre le fluide, voilà. Et donc, le milieu extérieur, où est-il? Ben, il est là. Et qu'est-ce qui fait le fluide, où est-il? Mais il est au sein de la canalisation. Le fluide, il est là. Ça, c'est l'extérieur. C'est l'environnement extérieur. L'environnement extérieur. Avec, bien sûr, s'il fait froid, il gèle, une canalisation peut geler, hein. Peut avoir des températures basses. Et ça peut engendrer que le fluide à l'intérieur peut geler, par exemple, à cause des températures extérieures, si vous n'avez pas mis une mousse. Là, on va isoler par rapport en mettant une mousse. Alors, on va mettre une mousse. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va faire le contour le contour? Ben, c'est ceci, c'est ce que vous avez là.
mettre en gris, voilà, ça fait le contour. Ça départage, si vous voulez, l'extérieur de l'intérieur. Idem pour le bas. Le bas ici, voilà. Ça départage, voilà, l'intérieur de l'extérieur. Donc je pourrais même fermer comme ceci, hein, pour me dire, bon, je délimite comme ceci, et là j'ai un contour. J'ai un contour, je dis que je délimite mon système, et j'étudie par exemple un bout de canalisation. Un bout de canalisation. Donc ça peut constituer les aubages d'une turbine, un cylindre, et le piston d'une machine, une canalisation, peu importe. En tout cas, on a toujours le fluide et le milieu extérieur. Et donc quand on a ça, ben, on a toujours certaines forces qui vont apparaître, toujours. Parce que le but de cette vidéo, c'est de voir qu'il y a des forces intérieures et des forces extérieures, forces de contact. C'est ça le but de cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit, les forces intérieures, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire, c'est exercé par des particules du système sur des particules du système. Donc, c'est des particules intermoléculaires du système. Particules intermoléculaires sont des particules, des forces intermoléculaires. C'est des forces intermoléculaires, c'est ça que je veux dire. C'est pas des particules, c'est des forces intermoléculaires. C'est des forces intermoléculaires, c'est-à-dire des forces, on va dire, exercées par des particules, des forces exercées par des particules sur des particules. Mais la particule, l'autre particule, voilà, elle va exercer une force. Ça, c'est une particule. Bon, la particule, elle est là. Et là. Et si on somme toutes ces forces, ben, la somme des forces vaudra 0. Donc la réaction, ce qu'on appelle la somme des forces, elle vaudra 0. Pourquoi? Parce que on a la loi de l'action et de la réaction. Et ça, c'est valable pour toute particule. Donc, attention qu'ici, j'ai pris que 2 particules, mais ça ne va pas comme ça, hein. Autour d'une particule, il y a plusieurs particules, hein. Par exemple, je prends ta cas de figure, on a une particule ici, j'en ai une autre là, une autre là-bas, une autre ici, une autre là. C'est un petit peu comme les planètes, hein, l'interaction des planètes entre elles. Donc là, elle va agir une force comme ceci, là il y a une force comme ceci, là il y a une force comme ceci, une force comme ça. Ici il y aura une force comme ceci, une force comme ça. Bon, c'est pas des distances, hein, ce sont des forces. Je peux mettre des vecteurs. Voilà, en tout cas, voilà. Donc si je prends cette particule-là, on aura à chaque fois des forces égales et opposées, puisqu'on a l'action et la réaction. Voilà, celle-ci. C'est pas des distances, hein. J'aurais pu mettre des vecteurs plus courts. Mais en tout cas, les vecteurs sont opposés à chaque fois. C'est ça que je veux dire. Bon, ici, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous dire que les vecteurs sont opposés. Là, on a deux vecteurs opposés, deux vecteurs opposés, deux vecteurs opposés, deux vecteurs opposés, deux vecteurs opposés. Donc, comme on a tous des vecteurs opposés, mais c'est normal que la somme des forces égale 0 et donc que la résultante est nulle. Donc, pour l'interaction des forces intérieures, on a ça pour toutes les particules à l'intérieur, hein. Donc, les forces intérieures, ce sont des forces exercées par des particules du système sur des particules du système. Elles sont égales et opposées 2 à 2 en vertu bien sûr du principe de l'égalité de l'action et de la réaction. Et donc le résultat est donc nul. Alors maintenant, si je prends une proportion de fluide en mouvement, et si on a un point de ce volume, ds désigne un élément de surface d'orientation quelconque, hein, les forces df égales et opposées, que s'appliquent bien sûr réciproquement les
les particules situées de part et d'autre de la surface ds ont une direction a priori quelconque. Hein. Donc, si je prends un bout de surface, un bout de fluide, là, donné sur une surface, là, la force appliquée, elle est quelconque ici. Sur un bout de surface. Pourquoi? Parce que là, je peux décomposer en une composante normale et une composante tangentielle. Donc ici, la force appliquée quelconque. Alors, pour l'avoir normale, cette force, pour avoir une force normale, qu'est-ce qu'il faudrait? Mais il faut que la composante tangentielle soit nulle. Si ft, la composante tangentielle égale 0, eh bien, la force sera normale à la surface. Donc si on a le système considéré comme une portion de fluide, là bien sûr la portion de fluide elle est en mouvement. Et là bien sûr vous aurez compris qu'elle est au repos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de composante tangentielle. Donc si vous voulez, si on envisage un fluide idéal, voilà ici un fluide idéal, et là un fluide réel. Ben, ici, le fluide idéal au repos, bien sûr, il y a un système de référentiel d'inertie qui est posé. Il y a une différence dans le comportement. Si je prends le cas d'un solide ou d'un fluide, si je les compare, il y a une différence. Lorsqu'on les soumet, bien sûr, à une force. Hein. Alors, pour le solide, la direction de la direction de la force agissant sur la surface, elle peut être quelconque. On aura toujours une composante tangentielle et normale. Pour le solide, hein, si je prends un solide, on aura toujours une composante normale. Donc la force, si elle s'applique comme ceci, j'ai mal dessiné, je vais essayer de le dessiner correctement. Alors pour un solide, hein, je parle pour un solide, si j'applique une force comme ceci, on aura une composante, ben oui, il faudrait que je la mette comme ceci, cette force, on aura une composante normale, une force normale, et une tangentielle. Donc j'applique une force, hein, une force extérieure. Il y aura toujours une composante normale et une composante tangentielle. Voilà. Mais à la différence du... Ça c'est le solide. À la différence du liquide, ben, ça c'est la force. La force tangentielle, c'est la force de cisaillement. Donc elle peut se décomposer en une composante tangentielle et une composante normale. Hein, bien sûr à la surface. Et le solide peut résister au cisaillement, qui est la force tangentielle. Et il peut résister à... Il n'y a pas d'écoulement. Hein. Il n'y a pas d'écoulement. Donc elle peut résister au cisaillement, qui est la force tangentielle, et peut résister à la compression, qui est la force normale. Mais le liquide, c'est pas comme ça. Le liquide, euh, ben, euh, donc ici, quand je dis qu'il résiste, le solide résiste au cisaillement et à la compression, ça veut dire qu'il y a une forme d'équilibre. Puisqu'il résiste au cisaillement, à la compression, donc là on va dire que
la surface, elle peut rester en équilibre, la surface. Cette surface-là peut rester en équilibre. Voilà. Ça, c'est pour le solide. Dans le cadre, si je prends un liquide idéal, ben, la force doit s'exercer perpendiculairement à la surface. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de composante tangentielle. Le liquide est au repos. Parce que s'il y avait une composante tangentielle, justement, du fluide, ben, le fluide serait en mouvement. Il ne serait pas au repos. Donc, un fluide de repos aura toujours une composante normale et pas de tangentielle. Donc, comme la force est une décomposition d'une composante normale et tangentielle, s'il n'y a pas la tangentielle, il n'y a plus que la normale. Et c'est ça, c'est un fluide idéal. Bon, il est au repos. Et donc, comme je vous ai dit, s'il y a une force tangentielle, ben, le liquide ne sera plus au repos. Il sera en... Alors, l'absence de résistance au cisaillement, bien sûr, des fluides, ça explique le fait qu'ils peuvent, à volume constant, changer de forme, hein, se déformer. À volume constant, je parle des liquides ici, ou couler sans travail extérieur. Alors, la notion de force normale à une surface correspond, si vous voulez, à la notion de pression définie par la façon suivante. Un petit instant. Alors, de deux choses l'une. Je peux écrire que j'ai un élément de surface que je vais appeler delta S, qui est mon système, hein, c'est mon système. Voilà, en un point M donné, ben, j'ai une variation de force delta Fi. Je vais décomposer en une composante normale à la surface, ça c'est perpendiculaire à la surface, et une composante tangentielle. Donc j'aurai là delta F, alors taux pour tangentiel, et delta F n pour normal. Alors qu'est-ce que c'est que le delta Fi? Le delta Fi, ben, c'est la force élémentaire intérieure à appliquer pour maintenir un équilibre à l'intérieur d'un volume. Hein. Bon, j'ai pris un élément de surface d'un volume complet. Voilà, j'ai pris un élément de surface delta Fi. Voilà, delta. Là c'est le delta S. Mon delta S, il est là. Donc j'étudie les forces de cette surface delta S. Voilà, que j'ai mis là en grand. Delta S, il est là. Et bon, on remarque que delta Fi, ce sont les forces élémentaires internes appliquées pour maintenir l'équilibre à l'intérieur au sein du fluide. Et qu'est-ce que je peux écrire? Limite, quand delta S, quand la surface tend vers 0, de delta F n sur delta S, et ça c'est la dérivée de ou la différentielle dfn sur ds. Je vous rappelle que la surface est un scalaire, et ça c'est la pression. C'est la pression ou en M, au point M. C'est une pression ponctuelle au point M. En un point, c'est la pression au point M. Alors autre chose, là ici je peux écrire que la limite quand delta S tend vers 0, s'il y a une composante delta Ft, il y a de la viscosité sur delta S, c'est égal à taux, et ça c'est le cisaillement. C'est la tension de cisaillement. Bien sûr en M. Hein.
Ah, donc c'est la tension de cisaillement en M. Bon, et bien sûr qu'il y aura un mouvement s'il y a des tensions de cisaillement. En l'absence de la tension de cisaillement, on a une pression, la pression en M qui sera normale. Là, on a la pression en M qui sera normale. Et donc, comme je l'ai dit, elles peuvent se décomposer suivant une direction normale, et des directions tangentielles à la petite facette voilà, delta S. Les composantes tangentielles ne sont nulles que pour toute facette si on néglige bien sûr la viscosité. S'il n'y a pas de viscosité du fluide, ou si celui-ci est au repos, ben, le rapport dF sur ds sera la pression. Bien sûr, la pression régnant au point considéré, hein, au point M. Voilà, ça c'est pour les forces intérieures. Donc les forces intérieures, la résultante est nulle. Maintenant, donc, comme je l'ai dit ici, les forces intermoléculaires sont égales et opposées 2 à 2 et forment un système dont la résultante est nulle. Donc à l'intérieur, R égale 0. La résultante est nulle. Bon, voyons voir pour les cas des forces de contact, forces de surface et forces à distance. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je reprends un système, hein, pour réexpliquer ça. Je reprends un système. Donc j'ai l'intérieur et l'extérieur. Ça c'est l'intérieur. Là on a l'extérieur. Alors les particules situées à l'extérieur exercent sur les particules situées à l'intérieur bien sûr de la surface ou du système, des forces intermoléculaires. Et ça, c'est les forces c'est les forces de contact. Donc elles constituent, si vous voulez, l'action des particules extérieures au système sur des particules intérieures au système. Donc de l'extérieur vers l'intérieur. Bien sûr, cette action s'exerce au travers des frontières, parce que quelque part, il y a une frontière ici. Hein. Ceci, le bord, j'ai mal fait. Je devrais, ceci là, le contour, c'est la frontière. Ici, j'ai dépassé. Faut pas que je dépasse. Il faut que je remets la frontière comme elle est. Voilà, ça c'est la frontière. Et donc ça c'est le milieu de séparation entre l'extérieur et l'intérieur. Donc les forces de contact, ce sont des forces, des actions des particules extérieures sur le système. Alors le système il est là, que je vais appeler S encore une fois, qui peut être une surface ou n'importe quoi. Un volume, peu importe. Voilà. Bon, ici j'ai pris une surface. Donc là, on a des frontières. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Comme il y a une frontière, mais cette action de l'extérieur vers l'intérieur, elle s'exerce au travers de la frontière du système et est donc fatalement proportionnelle à la grandeur de ces frontières. Hein. Alors, le facteur de proportionnalité s'appelle la tension. Le facteur de proportionnalité s'appelle la tension et son opposé algébrique c'est la pression. Donc le facteur de proportionnalité c'est la tension et son opposé algébrique c'est la pression.
Alors si je fais en sorte que FE représente les forces exercées par le fluide, euh, sur le milieu extérieur, comme ceci, FE, ça c'est FE, et si je prends FE', le contraire, c'est la force exercée par l'extérieur sur les systèmes, ben bien sûr on a toujours un équilibre, hein. On aura quoi? Ben, le réciproque exercé sur le fluide par le milieu extérieur, on aura FE plus FE' égale 0. On aura toujours la loi de l'action et de la réaction, là. Si l'extérieur exerce une force sur l'intérieur, ben l'intérieur exerce la même force sur l'extérieur. Donc, les particules situées à l'extérieur de S, de la surface, exercent sur les particules situées à l'intérieur de S des forces intermoléculaires. Et inversement aussi, hein. Inversement, mais nous, ici, on voit les forces intérieures. Donc on s'intéresse plus de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on va s'intéresser plus à FE', que FE. Donc tout à voir avec les forces. Avec les forces intermoléculaires. Alors je rappelle ici qu'on a une frontière, hein. Donc on considère uniquement des parois matérielles entre bien sûr S et E. Alors le fluide en contact des parois possède une vitesse nulle en raison de la viscosité. Donc il n'y a pas de déplacement relatif entre S et E. Tous les frottements d'ordre hydraulique se passent donc à l'intérieur du même système fluide S. Alors ça, je vais le montrer au travers d'un dessin, ce que je viens de dire, et je vais le répéter par après. Alors, avant toute chose, on sait que un fluide est caractérisé par l'absence de force intermoléculaire. Un fluide idéal, hein, un fluide idéal est caractérisé par l'absence de force intermoléculaire et que les molécules de celui-ci peuvent se déplacer librement les uns par rapport aux autres sans travail extérieur. Voilà, ça c'est pour un fluide idéal. Pour un fluide réel, j'avais déjà défini ça, au contraire, hein, c'est tout le contraire. L'existence des forces intermoléculaires est responsable d'une résistance du déplacement des molécules. On va dire ça comme ça. Et cette propriété s'appelle la viscosité. Et justement, dans la viscosité, si je prends voilà, une couche, je vais imaginer deux couches, une plaque plane et une autre plaque plane, parfaitement parallèles bien sûr. Donc j'ai deux, d'ailleurs je vais les prendre comme ceci, je vais faire un copier-coller, je prends deux couches planes, voilà, je vais les prendre comme ceci. Alors, si je mets, je vais tirer avec une force. Donc les deux plaques planes et distance, bien sûr, d'une certaine distance. Mais ici, je ne vais pas faire de calcul, donc je n'ai pas besoin des distances, si ce n'est que si je devais faire des calculs de viscosité, mais ici, je ne vais pas le faire. Quoique je pourrais le faire, hein. Bon, je pourrais dire que je mettrais un axe. Bon, je ne vais pas faire des calculs de viscosité, mais je vais mettre une certaine approche. Là, je vais mettre que j'ai sur un axe Z, Z2 et Z1. Voilà. Et donc, à l'intérieur se trouve un fluide, un liquide par exemple, et la plaque inférieure se trouve au repos. Et la plaque supérieure se déplace avec une vitesse V. Pourquoi? Parce que j'applique une force. Je vais appliquer une force ici,
Voilà, j'applique une force F, et donc, euh, euh, comme j'applique une force F sur la plaque supérieure, elle va se déplacer avec une vitesse V. V. Bien sûr, de la gauche vers la droite. La gauche vers la droite. Donc vous aurez compris qu'elle va... on a des particules ici. Ça, c'est la première couche. Et puis on a des autres particules de fluide qui est un liquide ici. Ici. Et puis, j'ai deux autres particules en troisième couche. Puis en quatrième couche, cinquième couche, ainsi de suite. Voilà, donc les particules sont comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer si je tire? Bon, ici j'arrête, hein, parce que c'est vrai que je devrais continuer jusqu'à la fin. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais les molécules en contact avec la plaque inférieure, ici, la plaque inférieure, là, ils ont une vitesse nulle. Les particules ici, en contact avec la plaque, ont une vitesse nulle. Je vous rappelle que ça, c'est une frontière. Hein. C'est une frontière, donc c'est bien ce que je viens de dire il y a un petit moment. Je disais que si on considère uniquement des parois matérielles, entre, bien sûr, l'intérieur et l'extérieur du système, ben, le fluide en contact des parois possède une vitesse nulle, en raison de la viscosité. Bon, maintenant, ça ne sera pas nul partout. Donc, s'il est nul, là, ici, en bas, la vitesse est nulle, ben, il n'y aura donc pas de déplacement relatif entre bon, le système et la surface, qui est le fluide ici, et le milieu extérieur. Tous les frottements d'ordre hydraulique se passent donc à l'intérieur même du système fluide, qui est S, le système fluide qui est S. Alors, maintenant, bien sûr, la vitesse ici, elle est nulle. Mais là, la vitesse, elle n'est pas nulle. Elle est différente. C'est la plus grande des vitesses, elle est là. Puisqu'après, j'aurai une seconde, la seconde couche. Donc, si je prends la tranche supérieure, on va dire, les molécules en contact avec la plaque supérieure sont entraînées à la vitesse V. C'est-à-dire, celles qui sont ici sont entraînées avec une vitesse V, qui est la vitesse, voilà, on tire la plaque, donc elles sont entraînées avec V. Et donc, là, on a 0, au-dessus, on a V. Et tout le long, là, on aura la vitesse qui va varier. La vitesse va varier. Chaque couche, là, la couche en dessous va moins vite que celle du dessus. Celle-ci va moins vite que celle de sa tranche au-dessus. Celle-ci va moins vite que celle de la tranche du dessus. Et ainsi de suite. Donc on aura une vitesse variable qui va, ici dans le fond on aura 0 et au-dessus, pour chaque couche la vitesse va augmenter pour atteindre la vitesse V pour la dernière couche au-dessus. Donc on va dire que le mouvement de la plaque, du dessus, qui va à la vitesse V, va communiquer une certaine vitesse au fur et à mesure de la première tranche, va se communiquer à la seconde tranche adjacente, ben, qui va glisser les unes par rapport aux autres. Et chaque tranche se déplace donc à une vitesse inférieure à celle de la tranche adjacente supérieure. Et si on considère que la vitesse est suffisamment faible, ben, chaque tranche glisse par rapport à ses voisines, et le rapport delta V sur delta Z est constant, quel que soit Z compris entre Z1 et Z2. Donc on aura delta V sur delta Z qui est égal constante. Alors delta Z c'est Z2 moins Z1. Et donc on aura, si vous voulez savoir, on aura limite quand delta Z tend vers 0,
de delta V sur delta Z, vous aurez compris que ça c'est une différentielle, c'est dV sur dz. Voilà, on aura dV sur dz, qui est une constante. Alors, dz c'est z2 moins z1, et comme la vitesse est constante, on a une constante ici. Et donc, c'est simplement pour vous dire que on considère donc uniquement les parois matérielles entre le système fluide et E, et le fluide en contact avec les parois possède une vitesse nulle en raison de la viscosité. Bon, et alors donc ça, ce sont des forces, les forces intérieures. Les forces extérieures de contact sont des forces de surface. Alors, on a les forces de surface. Donc les particules situées à l'extérieur de, voilà, de la surface ou du système fluide exercent sur les particules situées à l'intérieur. Enfin, les particules situées à l'extérieur du système fluide, à l'extérieur, exercent sur les particules situées à l'intérieur du système fluide ou de la surface S des forces intermoléculaires. Elles sont proches de la surface parce que, voilà, c'est des forces. Elles sont proches de la surface, donc on appellera ça des forces de surface. Alors, pour ce qui est des forces à distance, ce sont les forces de volume. Alors, les forces de volume, les forces de volume, elles sont proportionnelles à la masse, à la charge électrique ou à l'intensité de courant électrique présente dans le système considéré. C'est pourquoi on les appelle forces de volume. Bon, on peut voir par exemple la gravitation. Les forces de volume, c'est la gravitation. Donc, la gravité qui vaut bien sûr F est égal à m fois g. La force de gravitation, c'est m fois g. F est égal à la masse fois la gravitation. Ça, ce sont des forces de volume. On aura toujours, dès le moment où on a un corps matériel dans un espace-temps, ben on aura toujours voilà, de la gravitation. Hein. On aura toujours une force de gravitation, on aura toujours un poids. Dès le moment où il existe un corps matériel, il existe un poids. Donc, l'existence d'un corps fait que son poids existe. Ou si son poids existe, c'est que le corps existe. Donc, on a la présence d'un corps matériel. Qu'il soit liquide, gazeux ou solide, hein, peu importe. Il y a toujours un poids. Quel que soit même si on a un fluide, c'est pas parce que, bon, si on a un gaz, il y a toujours un poids dans le gaz. Hein. Voilà, parce qu'il y a des particules de gaz, donc il y a fatalement une masse de gaz et donc un poids de gaz dans un système de gravitation. Par exemple, si je prends la Terre, sur Terre, la gravitation, l'attraction de la Terre est de 9,81 mètres par seconde carré ou 9,81 newtons par kilo. Donc ça c'est pour la gravitation, ce sont des forces extérieures à distance. Il y a des forces aussi électrostatiques, on va dire des forces électromagnétiques, hein, électrostatiques, électromagnétiques. Donc on a, je vous rappelle, la force F est égale à θ 0 fois E plus mu 0 fois JH. Alors la composante électrique, elle est là, la composante magnétique, elle est là, et là on a la composante électromagnétique, et ce sont des forces électromagnétiques qui peuvent agir à distance. Alors θ0, bien sûr, ça désigne la densité de charge électrique en coulomb par mètre cube. Mu 0, c'est la perméabilité magnétique en kg/mètre par coulomb carré. Le E, c'est le champ électrique en volts par mètre. H, c'est le champ magnétique en ampères par mètre. J, la densité de courant en ampères par mètre carré. Bien sûr, c'est dû à la conduction et au mouvement des charges électriques dans le champ H. Le J. C'est la densité de courant. Voilà. Et donc, à toutes ces forces-là, bien sûr, vous aurez compris que ça, ce sont toutes les forces possibles et imaginables.
à toutes ces forces, on aura généralement des travaux dus à ces forces. On aura des travaux dus à ces forces. Mais généralement, bon, c'est vrai qu'il y a des forces à distance, mais dans certains systèmes fluides, on prendra uniquement, bon, on prendra pas le concept de, voilà, on prendra pas les composantes électromagnétiques. On prendra le poids, par exemple, dans les forces à distance. Donc, le tout, c'est de mettre en place un système, mettre un référentiel généralement d'inertie. Parfois, un référentiel terrestre suffit, mais bon, parfois, on prend un référentiel d'inertie. Et alors, je rappelle qu'un référentiel d'inertie, c'est 3 étoiles éloignées peuvent constituer un référentiel d'inertie. 3 étoiles éloignées qui sont considérées comme fixes, voilà, peuvent être considérées comme un repère d'inertie. Donc, on met un système, on met un repère d'inertie, et on met bien sûr toutes les forces d'interaction. Parce que si je vois les forces d'interaction ici, c'est parce que on regarde par rapport au système étudié toutes les forces qui vont interagir avec le système. Les forces intérieures qui sont nulles, les forces extérieures, s'il y a des forces extérieures de contact, des forces d'appui, des forces de réaction, des forces à distance. On regarde tout ça. Et on met en place ces différentes forces, ainsi que mettre en place ces forces, c'est connaître, c'est rechercher, soit connaître les directions, les sens, les intensités, voir leur poids d'application, pourquoi pas, mais c'est aussi peut-être en rechercher quelques-unes. Hein. Quand on a un système, quand on a un système établi, eh bien on peut faire des équations, et si on a un système d'équations, ben, le système d'équations permettra, si on a suffisamment d'équations par rapport aux inconnus, on peut chercher pas mal de choses, pas mal d'inconnus par rapport à toutes les données qu'on connaît. Plus on a de données, plus on sait trouver des choses. Et donc on peut établir des relations de la mécanique rationnelle, voire de la mécanique des fluides, voire de la thermodynamique, voire de la résistance des matériaux. Tout ça, voilà, en prenant en compte toutes les forces mises en jeu. Et on peut calculer ce qu'on veut, les travaux, tout ce qu'on veut, les pressions, les travaux, les volumes, euh, les températures, tout ce qu'on veut, on peut calculer tout ce qu'on veut. Toutes les grandeurs physiques peuvent être calculées si on connaît une partie du système et qu'on a suffisamment de données et d'équations pour trouver, les données manquantes, inconnues. Je vous remercie.